Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, a eu lieu mercredi en fin d'après-midi à l'hôtel du Golfe à Abidjan. Il faut dire que les populations de la ville de Yamoussoukro sont aujourd'hui partagées entre colère et espoir suite à l'ouverture du dialogue entre le président Alassane Ouattara et le chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié. Mais à quoi sert réellement la rencontre entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié? Suivons maintenant le décryptage de cette actualité par nos analystes, qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Et puis nous parlerons de la Côte d'Ivoire avec la rencontre Ouattara-Bédié. Et le mercredi 11 novembre, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président donc Henri Konan Bédié, se sont rencontrés pour tenter d'apaiser les violences électorales meurtrières du pays. Les deux hommes ne s'étaient plus rencontrés, il faut le rappeler, depuis 2018. Une première rencontre pour rétablir la confiance, et c'est qu'a déclaré l'actuel président ivoirien au terme de l'entrevue qui a duré une quarantaine de minutes à l'hôtel du Golfe. Eh bien, que pensez-vous de cette rencontre entre Alassane Dramane Ouattara et le président du CNT, Henri Konan Bédié? Cette rencontre peut-elle aider à apaiser le climat social? Si oui, quelles seraient les conditions d'un véritable dialogue pour mettre fin à la crise? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Pour parler de la Côte d'Ivoire, on va proposer à nos deux invités et à nos téléspectateurs de prendre ce court extrait. C'était à la fin de la rencontre entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer. Voilà, c'était donc un court extrait et à la fin de cette rencontre. Docteur Sako, je voudrais commencer par vous. Comment est-ce que vous appréciez cette rencontre? Que pensez-vous d'elle? D'abord, j'ai noté que cette rencontre a vraiment apporté, a créé une décrispation de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. En tant que militant des droits de l'homme, la journée d'hier a été mouvementée, a été troublante pour nous tous. En tant que patriotes ivoiriens, souverainistes, on se dit, mais et la lutte que nous menions, et puis d'un côté, de l'autre, j'allais dire, en tant que militant des droits de l'homme, je dis, oulala, ils se sont parlé, et ce jour-là, il n'y a pas eu de mort d'homme en Côte d'Ivoire. Donc peut-être qu'on aurait pu même éviter les morts d'hommes depuis. Et c'est ce sentiment de cynisme, de méchanceté, de cruauté des hommes politiques, et notamment de M. Alassane Dramane Ouattara, qui m'est ressorti. Parce que je me dis, l'opposition n'a fait que demander cette rencontre-là depuis pratiquement février, pour dire, mais regardez, les conditions ne vont pas être remplies, on n'aura pas d'élection, ça risque de capoter. On l'a crié partout. M. Ouattara s'est entêté. Et donc là, aujourd'hui, malgré sa piètre élection, il se sent coincé, il se sent acculé de partout, surtout la communauté internationale, notamment la France, qui ne l'a pas soutenu officiellement, qui ne l'a jamais encouragé ni félicité publiquement. Là, il y a eu la pression et cette rencontre a eu lieu. Et donc, je suis un peu triste d'observer qu'une rencontre qui aurait pu sauver des vies a été refusée. Il y a eu plus de 100 morts. Aujourd'hui, on a autour de 150 personnes mortes et finalement, la rencontre a eu lieu. Mais je ne peux que la saluer parce qu'au moins, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Sauf que, je vous assure, M. Bachi, le combat, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va que s'accroître parce que M. Ouattara, là où il est arrivé aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de le faire tomber. Alors, vous dites que le combat ne va pas s'arrêter là. Est-ce que cette main tendue d'Alassane Dramane Ouattara ne serait pas quand même une volonté de sa part de régler définitivement ce problème? Mais
tout dépendra de comment il va vouloir régler le problème, parce que là, nous en sommes au superficiel. On n'en est qu'au préalable. Or, le problème de fond demeure. Les préalables, c'est quoi? C'est qu'il a fait des arrestations. C'est qu'il a mis des blocus dans les domiciles des gens, devant les domiciles des gens. Le préalable, c'est que, bon, il ne veut pas toujours laisser rentrer M. Laurent Gbagbo, les exilés et tout ça. Donc, on a des préalables à régler. Mais le problème de fond, mon cher Bachir, il faut qu'on se le dise, c'est son troisième mandat qui est totalement anticonstitutionnel. Donc, actuellement, tout son pouvoir est illégitime et illégal. Face à lui, il y a tout un peuple qui est debout. Donc, le combat ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, tout dépendra de ce que M. Ouattara va mettre dans la besace, puisqu'on va lui demander que ce mandat-là, il faut qu'on annule cette élection. Est-ce qu'il sera prêt à l'accepter? Mais s'il ne l'accepte pas, nous aussi, on n'est pas prêts à sacrifier 5 ans de nos compatriotes qui ont péri. Et puis, on va rester là pendant 5 ans, M. Ouattara va gouverner de façon anticonstitutionnelle. Encore que si ce mandat était constitutionnellement valide, on n'aurait rien dit. Mais ce n'est pas possible. Et donc, il y a là une négociation. C'est pour cela que l'opposition a toujours demandé qu'il y ait un médiateur international pour que nous puissions nous mettre d'accord une fois pour toutes. Parce que M. Ouattara, on le connaît pour sa roublardise et pour le non-respect de sa parole. Et donc, vraiment, pour ne pas trop épiloguer, les gens qui sont morts ne doivent pas être morts pour rien. Il faudrait que l'opposition soit conséquente et je pense qu'elle sera conséquente. D'ailleurs, demain, il y a une première rencontre au cours de laquelle nous devons nous mettre d'accord sur ce que M. Ouattara doit accepter, doit comprendre. Ce n'est pas maintenant qu'il va aller voir M. Bédié pour sauver un pouvoir qui n'existe pas. Très bien. Voilà. Docteur Nyaka Laroquet, comment vous interprétez cette rencontre? Et puis, pour l'historien que vous êtes, je voudrais quand même aussi m'appesantir un tout petit peu sur le choix du lieu. Il s'agit de l'hôtel du Golfe, aujourd'hui très, très connu. Quand on se souvient qu'il y a de cela 10 ans, c'est là où les deux hommes avaient construit leur gouvernement. Est-ce que le choix du lieu ne serait pas une manière pour le président de Alassane Dramane Ouattara de travailler un tout petit peu psychologiquement sur Henri Konan Bédié? Okay, merci beaucoup, Bachir. C'est cette question lumineuse. Bon, d'abord, oui, j'avais eu en fait, le privilège de savoir qu'il y avait des négociations et que les Occidentaux, voilà, c'est ça, comme toujours, quand le président Bédié était sous le blocus ou encore qu'il était privé de liberté, les diplomates occidentaux ont essayé et le lui ont dit qu'il devait essayer de négocier, qu'il devait négocier avec Alassane Dramane Ouattara. Et donc, on l'a dit de la fois passée, dans leur tête, Alassane Ouattara est le président, même s'ils ne l'ont pas soutenu officiellement. Sur la base des éléments que nous avons, les Occidentaux veulent que l'opposition renonce au Conseil national de transition et que l'opposition accepte de discuter avec M. Alassane Dramane Ouattara et que les gens arrivent à trouver un certain accord par rapport à la résolution de la crise, et qui était d'abord une crise préélectorale et qui devient maintenant une crise post-électorale. En tant que politique, les deux, Ouattara est dans une impasse. Son image a été détruite. Il était un président illégitime, et donc dont la candidature était illégale. Et donc aujourd'hui, les élections n'ont pas été crédibles. Et le président Bédié, je l'ai déjà dit dans une de vos émissions ici, le fait de lancer la création du CNT, même si du point de vue tactique, cela semblait mettre plus de pression sur M. Ouattara, pour moi, c'était un mouvement qui a été lancé dans une certaine forme d'impréparation. Je l'ai déjà dit. Des choses qui n'ont pas été prises en compte. Et donc, et puis, compte tenu du fait que même s'il y a une certaine organisation dans la lutte, et je l'ai dit, pour moi, la façon dont les gens menaient cette lutte-là, elle n'était pas faite de façon beaucoup plus structurée. Donc, les deux hommes politiques avaient certainement intérêt à se rencontrer. Sur la base des informations que nous avons reçues, c'est le président Bédié qui aurait exigé l'hôtel du Golfe. Naturellement, en refusant de rencontrer M. Ouattara à la présidence,
ou bien à sa résidence, parce que s'il le fait, cela confirmerait qu'il le reconnaît comme président après une élection qu'il a dénoncée. Alors donc, voilà le décor. Et comme Boga Sako l'a dit, et ça a été toujours ma position, et que les hommes politiques, à commencer par Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié et Gbagbo Laurent, je l'ai dit depuis longtemps, que ces trois personnalités politiques doivent s'asseoir et essayer de régler de façon collective les problèmes en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai dit. Il y en a qui estiment que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Comme Boga l'a dit, ils se sont rencontrés, le jour où ils se sont rencontrés, il n'y a pas eu de mort. Mais la faute, la responsabilité politique, la faute politique là, c'est la faute de M. Alassane Ouattara parce que c'est lui qui est le président. Il a demandé à rencontrer le Bédié, qui ne pouvait pas passer son temps à refuser et qui a accepté. On a vu que, bon, il y a une certaine forme de décrispation. Donc, j'avais des sentiments mitigés. Mais voilà ce que je vois. Je ne crois pas que M. Ouattara veut gagner du temps. Il veut faire du dilatoire. Il va certainement faire des concessions, mais pas sur l'essentiel. Et pour que les gens le reconnaissent comme étant le président de la République de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à un moment donné, les Ivoiriens, qui ont commencé le mouvement de protestation en Côte d'Ivoire avant même l'implication des hommes politiques, doivent s'organiser. Et pour que les discussions entre M. Ouattara et Bédié aillent bien et vite, la pression de la rue ne doit pas être suspendue. Si elle est suspendue, je pense que M. Ouattara va encore entuber tout le monde et puis on sera encore avec lui pendant encore des années. Voilà, merci, Dr Inyaka. Dr Sako, est-ce qu'un dialogue direct entre justement Ouattara et Bédié, en excluant Laurent Gbagbo, pourrait résoudre justement cette question quand on sait quand même que si l'on prend la genèse de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la question Laurent Gbagbo reste inchangée? Je suis tout à fait d'avis que sans le président Laurent Gbagbo, en tout cas lui essentiellement, sans lui, si l'opposition fonce la tête baissée, on a plus de chances de perdre. Parce que finalement, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire connaît M. Alassane Dramane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire. Celui qui ne connaît pas Ouattara, c'est qu'il n'est pas ivoirien. On le connaît tous depuis 30 ans. Tout le monde l'a pratiqué. Tout le monde l'a subi. Et surtout, tous les hommes politiques, depuis le président Laurent Gbagbo jusqu'au président Bédié aujourd'hui, qui fait les derniers frais, tout le monde le connaît. Tout le monde l'a subi. Hein, ne passons pas notre temps à citer les Guillaume Soro, finalement, tout le monde est d'accord. Mais là où la place et la présence du président Laurent Gbagbo s'avèrent indispensables, c'est que, mais prenons le cas présent, la crise actuelle, la sortie du président Laurent Gbagbo après 10 ans de silence, ça a été de dire, soit vous dialoguez, soit c'est la catastrophe. Donc, non seulement il l'a dit, ça a été l'essentiel de l'interview que votre consoeur de TV5 lui a accordé, mais en plus, il a joué l'acte à la parole en prenant son téléphone, lui, le président Laurent Gbagbo, pour appeler un certain Ahmed Bakayo. Ce qui a d'ailleurs même fâché un certain nombre de ses admirateurs, de ses sympathisants, de ses militants. Mais il l'a fait. C'est lui qui a demandé que les gens dialoguent. Dès l'instant où M. Ouattara finit par écouter ses occidentaux, ses maîtres, et qu'il accepte de dialoguer, je veux le dire, non seulement à M. Ouattara, mais surtout au président Henri Konan Bédié, dans les préalables qui ont été définis par le PDCI-RDA, dans la réponse, en envoyant la réponse à M. Ouattara par écrit, parmi les points qui ont été évoqués, il n'a pas été écrit noir sur blanc la présence du président Laurent Gbagbo. Or, il faut l'imposer, de sorte que le président Henri Konan Bédié ne soit plus seul. En fait, dans le CNT, autour du président Henri Konan Bédié, c'est vrai, il y a un certain nombre de leaders. Mais nous tous, toute l'opposition est d'accord qu'il y a deux visages clés dans l'opposition. Le président Bédié qui est sur le terrain, mais le président Laurent Gbagbo qui est une figure tutélaire et qui est indispensable. Et comme c'est lui qui a été celui qui a boosté quand même ce dialogue-là, il est bon qu'il soit là. Et puis deuxièmement, pour M. Ouattara lui-même, c'est toujours laid, c'est toujours malsain, c'est toujours humiliant de savoir que dans le monde entier, un Laurent Gbagbo acquitté
est libéré par la CPI, qui est prête à rentrer chez lui, soit bloqué à Bruxelles à cause d'un passeport. Et aujourd'hui, si M. Ouattara est vraiment pour la paix, le préalable des préalables, c'est de permettre au président Laurent Gbagbo de rentrer et à travers lui, tous les exilés, les leaders, les figures de marque, même le président, M. Guillaume Soro également. Parce qu'à quoi servirait un accord entre M. Bédié et M. Gbagbo et M. Ouattara sans que les partisans, sans que le président Laurent Gbagbo et ses partisans soient pris en compte, sans que M. Guillaume Soro et ses partisans soient pris en compte. Je pense que quand on veut régler un problème de fond, on le règle une fois pour toutes et non de moitié. Pour moi, le président Laurent Gbagbo doit rentrer dans les prochains jours même pour qu'il y ait ce dialogue entre les fils de la Côte d'Ivoire, tous autour d'une table pour sauver la patrie. Étant entendu que M. Ouattara n'est plus président de la République, il n'est que chef de l'État en attendant. Très bien. En tout cas, il faut rappeler à nos téléspectateurs justement que c'est un des points qui était mentionné sur la feuille de route du Conseil national de transition, c'est-à-dire le retour de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, la libération de tous les prisonniers politiques. Tout cela était inclus dans la feuille de route du CNT. Mais docteur Nyaka, justement, est-ce qu'en entamant ce dialogue, ce premier jet, on peut encore dire que le CNT est d'actualité, quand on sait que beaucoup d'analystes quand même lui reprochaient un certain nombre de petites erreurs stratégiques ou tactiques? Oui, bon, ça c'est les questions de, ça c'est pour les beaux gars, ça. C'est eux qui sont dans l'EDS, c'est eux qui sont avec les hommes politiques au pays. Mais je vais répondre quand même. Moi, je pense que, voilà, c'est-à-dire que si aujourd'hui les gens renoncent au CNT, je pense que du point de vue tactique, là, ce n'est pas bien pour eux-mêmes. C'est ce que je pense. Peut-être que le président Bédié ne va pas revendiquer le CNT, mais le CNT devrait peut-être fonctionner, voilà, d'autres personnes, même s'ils n'arrivent pas à créer leur gouvernement. C'est ce que je pense. Hein. C'est un conseil national de transition qui peut exister. Et puis, bon, mais comme je l'ai dit à certaines personnes, je pense que la façon dont ça a été fait, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Et voilà, c'est à eux de décider. Mais le plus important, c'est que la lutte, la mobilisation, que ce soit à travers le CNT ou en dehors du CNT, doit fonctionner. Parce que quand on dit qu'on a créé un gouvernement, on veut mettre sur pied un gouvernement de transition, dans la lutte là, quand on vient pour annoncer que voilà, on a créé le Conseil national de transition, ce n'est pas, on ne dit pas, bon, demain on va vous annoncer le gouvernement. Le jour où on annonce là, c'est là où on annonce les membres du gouvernement. Le jour où on annonce là, on doit avoir la structure média déjà mise en place. Le jour où on annonce là, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et c'est ce que les gars ont raté. En fait, les hommes politiques ont raté. Je ne sais pas comment ils vont rattraper cela. Mais voilà, le plus important, c'est qu'il faut que les gens continuent. Mais et quelque chose que je devrais ajouter, et quand Boga parlait tout à l'heure, bon, cela m'est venu à l'esprit, et je n'ai pas vu ça dans la feuille de route, je pense qu'il faudrait, et ça c'est important, que les hommes politiques, surtout Bédié et ceux qui travaillent avec lui, mettre sur la table de M. Alassane Draman Ouattara la liste de tous ceux qui ont été tués, un document des gens qui ont été tués depuis le mois d'août, les blessés depuis le mois d'août, les dommages qui ont été causés par les microbes d'Alassane Draman Ouattara. Un document doit exister qu'on doit mettre sur la table d'Alassane Draman Ouattara. Et parce que c'est trop facile de venir parler de négociations quand on voit que les microbes découpe les têtes des gens c'est-à-dire en plein jour, et que cela ne fait même pas l'objet même d'un communiqué même du gouvernement de Alassane Draman Ouattara, et qui maintenant qui veut négocier avec l'opposition. Je pense que, même pas parce que cela c'est pour utiliser ça comme une tactique de pression, mais pour une question de respect des droits humains, et que les gens puissent respecter les vies des Ivoiriens, et que Alassane Draman Ouattara, qui a tout fait pour que Gbagbo Laurent soit à la CPI, et puis voilà, alors qu'on sait qu'il y a eu le génocide de Diokwe, et donc aujourd'hui on a celui de Mbato. Mbato, oui. Il y en a eu à Toumoudi, je crois, et donc voilà, donc ça il faut que cela cesse, et que même si M. Ouattara ne peut pas arrêter, il faut que dans les rencontres là, que les gens le mettent devant le fait accompli, et qu'il se regarde pour une fois devant le miroir, un document qu'on lui donne. Voici ce que tu as causé avec ta candidature illégale, par des élections non crédibles et avec ta présidence illégitime.
Alors, docteur Sako, justement, la même question, je vous la renvoie, puisque là, beaucoup s'interrogent. Hein. Est-ce que le président Bédié va à ce dialogue ou, en tant que leader du CNT, ou alors il y va tout simplement en tant que principal challenger d'Alassane Dramane Ouattara? D'où la question, est-ce que le CNT est encore d'actualité? Oh, Monsieur Bachir, je dois vous dire, hein, à vous-même et à tous nos téléspectateurs, honnêtement, si M. Ouattara est descendu de ses grands chevaux, c'est parce qu'il y a eu le CNT, c'est parce qu'il y a eu le Conseil national de transition. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse pertinente de mon copanéliste, Dr Nyaka Lagoké, que oui, à vue d'œil, en tout cas, en regardant de fond, il y a eu une sorte d'impréparation, peut-être. Je peux le lui concéder. Mais l'annonce du Conseil national de transition, avec immédiatement la désignation de son président, a foutu la trouille, non seulement à M. Ouattara, mais à la communauté internationale. On voyait que nous étions en train de partir sur une pente, parce qu'on a le soutien des populations. Le peuple est debout. Il a montré le 31 octobre 2020, en n'allant pas voter massivement, près de 90% de la population, qui s'est reconnu dans le mot de désobéissance civile. Donc, le CNT a une légitimité. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est l'annonce de cet instrument-là qui a bouleversé M. Ouattara, qui l'a rendu fou. Et moi, l'expression que j'utilise là-dessus, c'est de dire Pharaon est devenu fou. Il est devenu fou quand il a entendu cela. Parce que toutes les figures de l'opposition, quand vous les voyez, mais c'est la crème politique de la Côte d'Ivoire. En dehors de M. Ouattara, de son côté, là, il y a qui là-bas? Il n'y a que M. Ouattara, il n'y a personne. La preuve, s'il y avait quelqu'un, il allait désigner la personne pour succéder à M. Amadou Coulibaly. Crème politique de la Côte d'Ivoire nationale de transition, avec un gouvernement de transition, mais ça fait peur et ça fait... Donc, le CNT, quoique illégitime, non pas illégitime, quoique non constitutionnel, quoique créé dans l'impréparation, a permis de faire bouger les lignes. Et M. Ouattara, si aujourd'hui il s'est déplacé pour aller rencontrer l'opposition, c'est surtout à cause de cet instrument-là. Le nettoyer, le balayer, c'est un grand risque. Autant nous comptons sur les populations, autant nous devons compter sur le CNT. Parce qu'à tout moment, si M. Ouattara déraille, on met en place la transition en action immédiatement. Voilà ce que je pense. Ah, ça veut dire que l'outil, donc je vais dire, le CNT va rester comme instrument de pression, si je vous ai bien suivi, docteur Sako. Nous restons toujours avec vous, et cette fois-ci, docteur Nyaka. C'est parfait. Parfait. Est-ce que vous pensez qu'une cohabitation serait possible aujourd'hui entre la mouvance et l'opposition en ce moment? Oui, voilà, c'est pas comme si je vais être beaucoup plus révolutionnaire ou que qui que ce soit. Ce serait la plus mauvaise chose qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire. Voilà, oui. Ça, il faut dire que c'est de ça qu'on parlait. Donc, je suis d'accord avec Bogart. C'est vrai que j'ai parlé du CNT dans l'impréparation, mais il faut aussi reconnaître que sur la base de ce qui s'est passé sur le terrain, de l'engouement que les populations ont eu pour le CNT, donc qui ont donné une certaine légitimité au CNT, et puis donc qui allait certainement avoir sa légalité si M. Ouattara était parti et que le CNT s'installait effectivement au pouvoir. Le CNT, la création du CNT, le rôle du président Bédié et puis ses collaborateurs, il faut reconnaître que ça fait non seulement bouger les lignes, mais ça a démontré que les choses pouvaient aller plus vite, contrairement à ce que M. Alassane Ouattara pensait ou croyait. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a choisi de faire de la boucherie et de mettre les microbes dans les rues afin de choquer. Les Ivoiriens croyaient qu'ils avaient déjà tout vu avec les bombardements aériens qui ont été faits par l'ONU et puis avec les troupes françaises en 2011. Ils croyaient avoir tout vu. Mais de voir des gens se déplacer dans les diverses cités, villes de Côte d'Ivoire en plein jour avec des machettes et puis découpant des personnes qui sont dans les rues en train de protester. Et le gouvernement estime que cela est normal. Mais ça, là, c'est fait exprès pour traumatiser davantage les Ivoiriens. Si, d'après tout cela, les gens décident maintenant d'aller
s'assoient avec M. Ouattara pour partager un des postes. C'est le schéma qu'ils veulent dessiner. Moi, je ne serais pas d'accord avec cela. Je le dis dès aujourd'hui. M. Ouattara ne devrait plus continuer à être au pouvoir. C'est ça la réalité. Comment fera-t-il la réconciliation aujourd'hui? Comment? Parce que dans leur tête, on l'a déjà dit, hier, ils sont opposés à l'ivoirité, ils sont aujourd'hui pour l'idéologie nordiste et avec son rattrapage ethnique. Et dans leur tête, là, c'est les gens du Nord qui doivent rester au pouvoir et maintenir le pouvoir de façon éternelle. Et Ouattara lui-même l'a dit, que s'il permet que Bédié vienne au pouvoir, ça veut dire que Bédié va aller contre les gens du Nord. Donc, lui, il doit être là pour les protéger. Donc, après, il va faire un gouvernement de transition ou bien un gouvernement d'union nationale pour faire quoi? Pour que les gens, le pouvoir reste tel qu'il est et que les gens du Nord soient partout et que Ouattara continue de brimer les gens. Alors qu'il faut un nouveau contrat social en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'il y ait des valeurs nouvelles, il faut qu'il y ait un consensus nouveau. Et ça, là, M. Ouattara est incapable de le faire, incapable d'être dans un système où Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, libéré, Bédié est là, Soro Guillaume est là. Ça, là, si cela arrive, ce sera la chose la plus inimaginable que je puisse voir en Côte d'Ivoire. Et c'est donc voilà pourquoi est-ce que j'estime que cette affaire de gouvernement-là, moi, je ne suis pas d'accord et je le dis dès à présent. Docteur Sako, alors sachant bien sûr qu'il y a eu des pressions extérieures ou plutôt des conseils venant de l'extérieur pour aboutir à cette première rencontre entre le président Ouattara et l'ex-président Bédié, est-ce que vous pensez qu'une cohabitation, et là je vous répète aussi la même question, serait possible dans les jours à venir où on retrouverait dans un même gouvernement les membres de la mouvance présidentielle et puis d'autres de l'opposition, dans le but bien sûr d'apaiser davantage les tensions en Côte d'Ivoire? Je suis mute. Le micro, docteur Sako. Autant pour moi, excusez-moi. Je disais tantôt que c'est une question de fond. C'est une question de fond qui peut se mettre sur la table. Et comme docteur Ignaka Lagoke le prévoit, l'analyse là, en fait, on sait très bien ce que M. Ouattara a reçu comme pression à l'extérieur. Moi, je ne parlerai pas des conseils. Ce sont vraiment des pressions parce que quand on a vu la précipitation avec laquelle la rencontre a eu lieu, aussitôt il a fait une déclaration le lundi, le mercredi net, il faut qu'on se rencontre. Même le PDCI a émis des préalables. Non, c'est pas la peine. Il faut qu'on se rencontre. Au moins, la rencontre va apporter une décrispation. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me dis, si je dois donner un avis sur cette question, je dirais ceci. Une cohabitation, je n'appellerai pas cela comme cela. Monsieur, quand on a un mandat constitutionnel, il est pour 5 ans. Ça, c'est un mandat constitutionnel normal. Oui. Monsieur Ouattara n'a pas été élu de façon normale, conformément à la Constitution, même conformément à la démocratie. Donc, un tel mandat, il faut le supprimer, il faut le casser. C'est pour cela que pour moi, et ça n'engage que moi, en attendant, même si j'appartiens à une coalition de l'opposition, mais de mon point de vue, on devrait demander l'annulation du scrutin. Et comme ça va être des discussions, ce mandat ne doit pas faire 5 ans, on va le réduire à maximum 2 ans. Et dans les 2 ans, chers amis, c'est une sorte de transition, mais qui ne dit pas son nom. Puisque les Occidentaux, les Américains comme les Français, dans leurs analyses, disent parlez-vous, réglez la situation en Côte d'Ivoire, mais dans le cadre constitutionnel. Et donc, dans les 2 ans, il nous faut une nouvelle constitution. Donc, la nouvelle constitution va être le prétexte d'un nouveau mandat. Donc, ça va être le prétexte d'une nouvelle Côte d'Ivoire, donc une nouvelle élection. Donc, si dans les 2 ans, on a une nouvelle constitution, on a une nouvelle CEI, on a un nouveau conseil constitutionnel, on fait de nouvelles élections. De ce point de vue-là, mon cher Bachir, je dois vous dire que cohabitation ou pas cohabitation, l'essentiel, on a les mêmes objectifs qu'on voulait atteindre avec la transition. Mais la question de fond, c'est de savoir est-ce que M. Ouattara sera à la tête pendant ces 2 ans. C'est à ce moment-là que, si on est d'accord sur ce que je décris là, ben, nous sommes bien obligés de lui imposer ce qu'ils ont imposé hier à M. Gbagbo, à savoir qu'à Marcoussi, ils ont dépiécé son gouvernement et tout, mais c'est la même transition. Sauf que cette fois-ci, vu qu'il a fait une sorte de simulacre d'élection qui est validé, qui est soutenu
j'allais dire, du coin de l'œil par l'Occident, on serait bien obligé de voir comment on s'organise avec lui. Donc, en résumé, pour moi, il n'y a pas un mandat normal, il n'y a pas eu d'élection consensuelle, constitutionnelle. Il faut donc prendre 2 ans, changer la Constitution, changer la CEI, changer tous les organes pour qu'il y ait une nouvelle élection. C'est tout ce que je peux imaginer. De ce point de vue-là, tous les sacrifices sont possibles. Très bien. Docteur Inyaka, alors les 2 hommes, à la fin de leur rencontre, ils ont parlé de, je l'ai cité, hein, confiance. Alors, mais est-ce qu'il peut vraiment avoir confiance quand on sait que beaucoup de leaders de l'opposition sont incarcérés, d'autres sont assignés à résidence? Est-ce que vraiment la confiance y est? Essayer de faire, ils peuvent essayer de... C'est bon, c'est-à-dire qu'il faut apprécier, respecter, que les deux se rencontrent, comme on l'avait dit, comme je l'avais déjà dit depuis longtemps, que si les leaders se rencontrent, naturellement, ça peut être un gage de restauration de la paix en Côte d'Ivoire, un gage. Maintenant, l'une des difficultés dans la politique ivoirienne, c'est que les aînés, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, voilà, quand ils s'engagent dans une négociation, ils y vont avec la ruse et la malice. Et ça, on l'a vu. Eux tous, autant qu'ils sont. Et donc, c'est ça qui fait que les intérêts, au lieu de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts personnels et politiciens, et donc c'est ce qu'on a constaté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ici, celui qui est plus dans une situation inconfortable par rapport à Gbagbo et par rapport à Bédié, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, s'il y a quelqu'un qui pourrait souffrir d'un paradigme de sincérité, et s'il y a quelqu'un qui pourrait ne pas s'en sortir s'il n'usait pas de ruse et de malice dans ce processus-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que, qu'est-ce qu'on lui demande? Au-delà du fait qu'on dit que sa candidature n'était pas légale, et que les élections n'étaient pas crédibles, et qu'il est un président illégitime, au-delà de cela, c'est sa conception même du monde là, et qui va s'écrouler. Voilà. Quelqu'un qui croit en la violence, c'est-à-dire qu'il croit fondamentalement à la violence, et c'est difficile qu'il rentre dans une logique de débat. Et c'est pour cela qu'il a toujours évité le débat en Côte d'Ivoire. Le deuxième élément, c'est que M. Ouattara s'est créé un monde. Et puis, il a du mal à se regarder dans le miroir. L'une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu de débat ouvert en Côte d'Ivoire, c'est parce que M. Ouattara ne peut pas se regarder dans le miroir. Il n'a jamais voulu reconnaître son implication dans la rébellion de 2002. Et puis, même la mort de IB, toutes ces choses-là, comme on dit là, il does not take responsibility, c'est-à-dire il n'assume pas. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis le mois d'août là, il y a eu plus de 100 morts, comme Boga l'a dit, comme c'est eux qui documentent. Mais est-ce que M. Ouattara peut accepter de reconnaître que les microbes là, qui constituent un corps de ces différents groupes armés, coupent les têtes des gens en Côte d'Ivoire? M. Ouattara peut-il accepter de s'asseoir pour avoir une conversation avec les gens? Ça va être difficile. Donc, pour moi, les gens vont essayer. C'est bien qu'il y ait cette initiative de discussion. Je ne crois pas qu'il y ait des choses positives qui sortent de cela. Peut-être tempérer par moment, décrisper par moment, réduire le nombre de morts. Mais sinon, les Ivoiriens ont envie de mettre fin au régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Et ils ont commencé avant l'implication de l'opposition. Et je ne crois pas que cela puisse s'arrêter avec des négociations entre Bédié et Ouattara, surtout que Alassane Ouattara, sur la base de ce que je sais, n'a pas envie de lâcher du lest. Il ne veut pas négocier sur ce qui est fondamental pour lui. Il veut négocier sur ce qui est secondaire. Par exemple, si Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, il doit se taire. Si Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, s'il ne va pas en prison, il ne doit pas lancer un mot d'ordre, il ne doit pas s'impliquer. Ça, c'est la logique de M. Ouattara. Oh, ce n'est pas possible. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Donc la confiance peut être bâtie, mais elle sera fragile, et puis elle peut être détruite à tout moment
sur la base de ce qui peut se passer dans les rues, ou bien sur la base du fait que l'un des deux, surtout M. Ouattara, pourrait ne pas respecter lui-même ses propres engagements. Très bien, merci Dr Nyaka. Alors, une dernière question pour l'un et l'autre. Justement, Dr Sako, vous l'avez d'ailleurs rappelé, l'opposition va se réunir demain pour s'entendre sur toutes les différentes revendications qui seront posées lors du futur dialogue ou des prochaines rencontres entre le président Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'attendez-vous de cette rencontre? Est-ce que vous pensez qu'elle permettra finalement de résoudre définitivement cette épreuve? Oui, ce qu'on est en droit d'attendre, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara comprenne qu'il n'a pas été élu le 31 octobre 2020 de façon démocratique, de façon normale, en conformité avec la Constitution. Et qu'il est inéligible. Lui-même, il est anticonstitutionnel, un mandat anticonstitutionnel. Il faut que ce soit clair pour lui, d'abord. Il faut qu'il accepte cette réalité. Le fait de dire non, c'est le premier mandat de la Troisième République, des mensonges, on est fatigué de cela. Il faut qu'il reconnaisse au moins cette vérité-là. Et donc, l'opposition doit savoir que les Ivoiriens attendent que M. Ouattara s'en aille. À défaut de s'en aller, la transition doit être actée et que tous les ingrédients doivent être mis en place pour que les Ivoiriens aillent aux urnes en dansant pour choisir le profil le meilleur en ce moment précis pour diriger leur pays. Il ne faut pas que M. Ouattara s'impose à nous. Il ne faut pas que la France impose M. Ouattara en fermant les yeux sur la violation de la Constitution, en fermant les yeux sur une élection qui n'en est pas une, et puis après dire réglez vos différends dans le cadre constitutionnel. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Et aller au Niger, féliciter le président du Niger pour avoir renoncé à un troisième mandat en disant que c'est un démocrate, et puis venir en Côte d'Ivoire, fermer les yeux, aller en Guinée, fermer les yeux. C'est 2 poids 2 mesures. Cette politique incohérente de la communauté internationale, notamment de la France, nous exaspère. Et c'est pour cela que les Ivoiriens ont pris leurs responsabilités. La lourde responsabilité se trouve surtout dans les mains de l'opposition. M. Bédié sait très bien ce que les Ivoiriens attendent de lui. S'ils ne veulent pas que le peuple se soulève contre toute la classe politique, eh bien là, ils sont tous au pied du mur. Et je dis. Alors, Dr Nyaka, sur la même question, justement, quelles sont vos attentes de cette future rencontre, ou ces futures rencontres, puisqu'il y en aura peut-être une, deux, voire plus, entre les deux leaders? Oui, ils l'ont dit, ils ont annoncé, le président Bédié a posé son chapelet de préalable. M. Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il allait essayer il allait revenir vers lui certainement après avoir analysé tous ces préalables. Alors, il y aura une deuxième rencontre, et il y aura certainement une troisième, peut-être une quatrième. Il y aura plusieurs rencontres. Le plus important aujourd'hui, c'est que quand parfois je parle de la nécessité d'une meilleure organisation de la lutte, c'est certainement parce que j'ai toujours à l'esprit que dans toute chose qu'on fait, on doit pouvoir réduire les pertes en vies humaines. C'était toujours ce qui m'a toujours préoccupé. Alors, ce n'est pas bien des existants dans les rues, mais une lutte bien organisée, ça peut permettre aux gens de réduire le nombre de morts. Et donc, si les deux se rencontrent et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mort, que tout le monde attend, voilà, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Donc, de ce point de vue, si l'Esprit de Dieu, si la malice pouvait ne pas être là au cœur de leurs négociations, et qu'il y avait une certaine dose de sincérité, et que pour une fois, M. Alassane Ouattara pouvait être habité par un devoir de responsabilité, donc on se dit qu'il se peut qu'il y ait des choses un peu plus positives. Mais la réalité, c'est que M. Ouattara est très coincé. Et je l'ai déjà dit, pour moi, c'est un condamné à mort politique. Et je ne sais pas comment il va s'en sortir. Parce que, regardez vous-même, Gbagbo Laurent doit rentrer. Ça fait 10 ans qu'il est à l'extérieur et que la CPI l'a quitté. Et que c'est devenu tellement embarrassant, même pour les Blancs eux-mêmes. Ils n'en parlent pas, mais c'est devenu embarrassant pour eux. Vous allez parler de démocratie, et puis, et c'est même peut-être parce que Gbagbo Laurent lui-même ne veut pas trop parler,
Si Gbagbo Laurent commence à faire des interviews, vous allez imaginer l'effet que ça va faire sur la classe politique française et ce que ça va faire sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, comment M. Alassane Dramane Ouattara, qui est si animé, qui a une telle haine de Soro Guillaume et qui veut le détruire, et comment ferait-il, est-ce qu'on verrait Alassane Dramane Ouattara dans un même espace avec Soro Guillaume? Mais en dehors de cela, il y a des éléments dont je voulais parler assez rapidement. C'est-à-dire que, oui, on parle d'élection, mais je crois que la plupart des hommes politiques ont estimé qu'il fallait réfléchir à un cadre pour essayer de régler les problèmes du pays, qui n'ont d'ailleurs jamais été réglés depuis 30 ans que nous sommes dans cette crise. L'un de ces problèmes, le foncier. Aujourd'hui, avec des Ivoiriens qui ont quitté leur terre, on a vu des gens venir de différentes régions, de la sous-région, et qui ont commencé à occuper les terres des Ivoiriens. Ça, c'est un problème majeur. On a le deuxième problème des orpailleurs clandestins, venant encore de la sous-région. Oui, je suis panafricaniste. Je parle du panafricanisme. Je veux que la Côte d'Ivoire soit une terre de panafricanisme. Mais pour que je puisse faire, moi, ma mission, il faut que la Côte d'Ivoire existe. Ou bien qu'elle soit occupée par des gens qui ont une vision panafricaniste. Mais quand des gens viennent et occupent les différentes terres et les différents espaces de notre pays, et que ces gens-là pensent qu'ils sont en train de contribuer à soit le régime d'une ethnie, ça là, ce n'est pas le panafricanisme. Et il faudrait pouvoir mettre ça dans les négociations, dans les discussions. Le troisième élément, c'est la fraude sur la pièce de la carte nationale d'identité. Alors, en faisant venir des gens d'un peu partout pour essayer de gonfler les listes électorales pour que M. Alassane Ouattara puisse être là, mais c'est autant de choses ignobles que M. Alassane Ouattara a faites et qui font que les Ivoiriens sont davantage meurtris. L'autre élément, c'est... je n'arrive même plus à voir ce que j'ai écrit ici. Bon, bref, donc voilà autant d'éléments pour ne pas être long, voilà qu'il faut soulever. Et puis, voilà, la question du rattrapage ethnique, et puis la question de la Côte d'Ivoire nouvelle. Mbouga a parlé d'une constitution nouvelle. Oui, je suis en faveur d'une constitution nouvelle, mais il faudrait qu'on ne puisse pas réfléchir à des intérêts individuels ou à des intérêts de quelques personnes, mais qu'on puisse réfléchir à la mission, au devoir de responsabilité de notre pays, qui est une nation multiculturelle, multiraciale, le microcosme des États-Unis d'Afrique. Mais cela, ça doit se faire sur la base des négociations et d'un nouveau contrat social, d'un nouveau consensus. Est-ce que cela peut se faire avec M. Alassane Dramane Ouattara? J'ai des doutes. Comme nous sommes en politique, et que c'est le terrain de tous les sables mouvants, donc attendons pour voir. Mais les Ivoiriens doivent revendiquer de la reconquête de leur pays, la reconquête de leur souveraineté, et pour que, voilà, ce que M. Ouattara fait, que cela ne puisse pas continuer. Voilà un peu ce que je peux dire pour répondre à votre question, M. Bachir. Allez. Ouattara et Bédié de nouveau ensemble pour rétablir un esprit de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est l'information capitale à retenir de la rencontre qui a eu lieu entre les deux hommes ce mercredi 11 novembre à l'hôtel du Golfe d'Abidjan. Les deux anciens alliés disent avoir brisé le mur de la glace. Cette rencontre, la première depuis l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, contestée par l'opposition, vise donc à tenter de mettre fin aux violences justement électorales qui ont fait 85 morts en 3 mois en Côte d'Ivoire, selon donc le bilan gouvernemental. Et il faut le rappeler, le parti de Henri Konan Bédié, par ailleurs qui représente la grande opposition du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le dire, l'opposition a contesté cette élection taxée donc d'anticonstitutionnelle à la suite de laquelle un conseil national de transition a dû voir le jour avec comme président de ce conseil Henri Konan Bédié. Et donc, au cours de cette rencontre, l'opposition a donc posé plusieurs préalables, notamment la levée des blocus des résidences des responsables de l'opposition et la cessation des poursuites judiciaires contre ces derniers, en l'occurrence Pascal Affi-N'Guessan, toujours aux arrêts, et bien sûr d'autres leaders de l'opposition. Rappelons, nous le disions encore, que l'opposition reste quand même sur sa position de contester
ce mandat de trop du président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, fort de cela, l'opposition avait donc lancé une campagne de désobéissance civile et le boycott du dit scrutin. Le pouvoir a donc riposté en faisant arrêter ou bloquer les domiciles de plusieurs leaders de l'opposition et une riposte du pouvoir qui a donc donné naissance à des affrontements d'une atrocité sans pareil du côté bien sûr de certaines villes du pays. Et donc ce matin, la question que l'on se pose quelques heures après la fameuse rencontre entre les deux alliés d'hier, par la suite devenus ennemis, le temps justement de 2 années, il faut le dire. Un divorce a véritablement été consommé entre ces deux entités politiques. Donc aujourd'hui, ils se remettent ensemble dans un lieu mythique qui n'est autre que l'hôtel du Golfe. On a envie de savoir à quoi s'attendre du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent donc attendre de cette première rencontre après bien sûr la crise, en pleine crise post-électorale, même si justement les deux parties ont annoncé que d'autres entrevues sont donc en cours justement pour atteindre l'objectif final qui est la réconciliation nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique Média, bienvenue à cette autre édition Ligne Rouge, consacrée une fois de plus à l'actualité politique du côté de la Côte d'Ivoire. C'est donc un secret de Polichinelle. La journée du mercredi 11 novembre a été une journée quand même, on va le dire, haute en couleur, notamment avec cette rencontre au sommet de l'État. Le président Alassane Dramane Ouattara, président contesté par l'opposition et une bonne partie des Ivoiriens qui quelques heures avant avaient appelé à rencontrer, du moins avait tendu la main, si on va le dire ainsi, au président du Conseil national de transition Henri Konan Bédié. Finalement, cette rencontre s'est donc tenue à l'hôtel du Golfe du côté d'Abidjan. Et ce qu'on retient quand même de cette première rencontre, selon les dires des deux, on va le dire, belligérants, il s'agit bien sûr d'une rencontre qui a visé bien sûr à briser le mur de la glace, ce mur-là qui, depuis l'annonce du président Alassane Dramane Ouattara, a brigué ce 3e mandat contesté, a donc donné naissance à des affrontements, lesquels à chaque fois se soldent par des atrocités, par des crimes, par des actes barbares, des arrestations et pourquoi pas aussi par des intimidations du pouvoir en place. Hier donc, Henri Konan Bédié a répondu à l'appel du président Alassane Dramane Ouattara. Selon eux, il s'agit bien sûr de tenter de ramener la paix, tenter effectivement de réconcilier chez les Ivoiriens des 4 coins bien sûr de la Côte d'Ivoire. Une rencontre pour tenter de rétablir la confiance. Est-ce que ces objectifs seront donc atteints au sortir de cette première rencontre qui annonce d'ailleurs d'autres entrevues entre le gouvernement en place et bien sûr le Conseil national de transition? Nous en parlons ce matin avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec nos différents invités qui sont bien sûr là. Déjà, Monsieur Tapé Groubera, bonjour à vous, mais également à Sylvain de Bongou. Si vous êtes en phase avec bien sûr Ligne Rouge ce matin, bien le bonjour. Sylvain de Bongou, bonjour. Bonjour à toute l'Afrique, bonjour à toute l'équipe de Afrique Média et à tous les panélistes qui se succèdent, en tout cas sur cette chaîne panafricaine qui se bat pour la cause africaine en général et surtout pour la cause ivoirienne. Bonjour aux techniciens de Afrique Média qui, ma foi, se battent chaque jour pour nous rapprocher de cette télévision qui, ma foi, est devenue aujourd'hui, je dirais, la voix des sans-voix que nous sommes en général. Et en disant cela, nous allons, je suis très content d'être encore là avec vous ce matin
pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'avancer dans mon propos, et qui va bien sûr suivre, je viens ici m'incliner devant toutes les victimes qui, depuis la déclaration de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour son 3e mandat jusqu'au mercredi dernier, je m'incline donc devant ces victimes qui aujourd'hui, dans la ville de Mbato, mercredi est devenu le symbole même de ce que la Côte d'Ivoire vit, c'est-à-dire la tyrannie, la terreur avec laquelle Alassane Dramane Ouattara règne sur la Côte d'Ivoire et veut forcer les Ivoiriens à le suivre en tout cas dans sa politique de destruction des Ivoiriens, dans sa politique d'assassinat des Ivoiriens en fait. Alors je suis très content d'être là ce matin et je pense que nous allons, je suis très content simplement pour la suite du débat. Merci à vous Sylvain de Boungou. Monsieur Tapé Grobera, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Linda, bonjour au directeur d'Afrique Média, bonjour aux éditeurs, aux éditrices d'Afrique Média qui se sont réveillés ce matin. Bonjour à tous, aux techniciens qui permettent la réalisation. Je salue mon frère Sylvain de Boungou et certainement tous ceux qui vont appeler. Je voudrais à sa suite aussi vraiment avoir comment on appelle, un moment de pensée et donc je pense avant que je commence, c'est de pouvoir observer 1 minute de silence en la mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées. Et je le ferai tantôt lorsque je vais commencer puisque c'est l'introduction. Mais vraiment, merci à vous qui nous permettez de nous exprimer et de donner un point de vue souvent caché, comme il a dit tout à l'heure, la voix des sans-voix. Et je pense que l'Afrique Média c'est vraiment mis dans le bon canal qui permet aux Africains, ceux qui sont bastillés, de pouvoir s'exprimer et de donner leur part de vérité pour ne pas que toujours ceux qui constituent les membres de cette confrérie continuent d'opprimer les peuples pour lesquels ils sont censés, comment on appelle, agir. Merci à vous, Linda. D'accord, je vais rester avec vous, monsieur Tapé Grobera, pour parler de la dernière actualité en date relative, bien sûr, à la situation politique du côté de la Côte d'Ivoire. Alors hier, c'était une journée, peut-être pour certains, une journée autant que là, une journée d'espoir, parce qu'il y a eu cette rencontre au sommet de l'État entre l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, et l'actuel, et par ailleurs, les deux hommes, il faut le dire, autrefois amis, très alliés, par la suite divorce consommé, et aujourd'hui, ils se retrouvent une fois de plus dans un lieu mythique, qui est bien sûr l'hôtel du Golfe, un lieu où certaines décisions sont très souvent prises. C'est vrai qu'ils ont dit tous avoir brisé le mur de la glace, mais vous, monsieur Tapé Grobera, comment est-ce que vous avez justement apprécié dans un premier temps cette rencontre et dans un second temps, selon vous, est-ce qu'il y a véritablement, est-ce qu'il y aura une suite favorable à cette rencontre justement pour le bien des Ivoiriens? Merci Linda, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui tient parole. Permettez que j'accorde 1 minute de silence à la mémoire de toutes les personnes tombées par la faute de M. Alassane Dramane Ouattara depuis le 6 août dernier. Merci. Merci, donc c'était symboliquement. Bien, donc votre question a 2 volets, c'est-à-dire quelle est mon appréciation personnelle d'abord, ça c'est le premier volet. Le deuxième, est-ce qu'il y a possibilité pour que les Ivoiriens puissent espérer d'un meilleur? Je voudrais avant, si vous permettez, faire un petit élément historique, en parler d'un élément historique, parce que nous sommes là par la volonté de M. Ouattara qui a refusé de reconnaître la constitution ivoirienne. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, comme diraient des juristes, il a mis lui-même la constitution ivoirienne en vacances. Et donc, ce qui s'est passé, donc c'est ce qui fait que les candidats Henri Konan Bédié à l'époque, M. Pascal Affi N'Guessan,
ont décidé de se joindre à la société civile qui, depuis le 13 août, parce que M. Alassane Draman Ouattara a déclaré sa candidature anticonstitutionnelle et illégale le 6 août. Et donc, le 13, il y a eu une manifestation qui a été lancée par la société civile, notamment par la sœur Pulchéri Balé et d'autres associations. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ivoiriens ont répondu massivement. Par contre, le régime de M. Ouattara a répondu par la violence en envoyant des voyous, des délinquants, les miliciens, qui eux-mêmes ont appelé, comme on appelle les microbes, enfants qui sont en défaut ou bien contre la loi, pour venir attaquer ces manifestants au menu, qui venaient simplement pour s'amuser, parce que pour eux, c'était une manière de braver cette interdiction qui leur a été faite depuis au moins 10 ans par le régime. Et donc, on a commencé à compter des morts. Les gens vont attaquer les localités les unes après les autres. Bonoa, Gagnoa, Sikensi, Mbato tout récemment, Bongouanou, Dabou. Vraiment, c'est difficile. Et donc, malgré cela, donc c'est le 16 octobre que l'opposition a lancé le mot de boycott, de désobéissance civile. Et dans cette désobéissance civile, ils ont demandé à ce qu'il n'y ait pas que les élections soient boycottées. Les populations n'ont attaqué personne à part le matériel. Donc, on peut parler ici de la destruction des feuilles, des urnes. Je pense que c'est moins grave, c'est ça, que de tuer les gens. Donc, les gens ont fait des barrages de route en mettant des bois, et lorsque les convois venaient, on leur demandait simplement de se retourner. Les populations n'attaquaient pas les convois, ils leur demandaient simplement de ne pas venir chez eux. Vous voyez? Donc, je pense il n'y a pas de gravité dans ça. Contrairement à ce que et continue de faire le régime de Alassane Draman Ouattara, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir permettre à ce que leur convoi puisse arriver? On prend nuitamment des voyous qui viennent attaquer les populations, et comme ils émergent, M. Ouattara a toujours émergé dans ce que je peux appeler ce flou-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? On envoie des populations pour attaquer des populations autochtones et allogènes pour créer des conflits. Et donc voilà un peu une situation chaotique qui est créée et qui a amené vraiment ces différentes morts que nous connaissons. À la suite de ça, donc, est né le Conseil national de transition, qui, il faut le dire, n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Je vais parler des éléments récents. En 2011, la France a créé, je dis bien la France a créé le Conseil national de transition comment on appelle, en Libye. C'est la France, c'est Nicolas Sarkozy qui ont reconnu que même signé, c'est pas la France seulement, mais ça dit tout ce qui est l'Occident. Ce sont eux qui ont reconnu le Conseil national de transition en 2011 pour dire que eux ils ne discutent qu'avec ceux-là parce qu'ils en voulaient à Nicolas, comment on appelle, au guide libyen Mohamed Kadhafi. En 2016, la même chose s'est passée en Tunisie, en Syrie, en créant un Conseil national de transition. Ouais. Et puis, en 2013, il y a celui de Centrafrique qui a été créé, mais ça, c'est la volonté des chefs d'État africains avec le vide qui est né. Donc, pour que les gens comprennent que la question de la création du Conseil national de transition, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans les deux premiers cas, que ce soit en Syrie ou en Libye, c'est la volonté de l'Occident, des Occidentaux, de créer quelque chose pour pouvoir balayer les régimes qui étaient là. Et donc, ceux qui arrivent, ils n'avaient pas l'onction populaire. Ils avaient des armes, ils avaient des soutiens de l'extérieur, mais ils n'avaient pas l'onction populaire. En ce qui concerne ce qui s'est passé en Centrafrique, évidemment, c'était dans un chaos total, et je pense que c'est par nécessité que le Conseil national de transition s'est créé. En Côte d'Ivoire, quand vous prenez le régime de Ouattara jusqu'à aujourd'hui, depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui, il est illégal. Si nous prenons le Conseil constitutionnel, il est illégal, ça, il ne faut même pas qu'on le cache. Mais, je dis bien mais, il y a une différence. M. Ouattara a demandé à ce que les gens aillent voter. Les membres du Conseil national de transition ont dit de boycotter. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les observateurs qui l'ont, comme Indigo et autres, tout ça. Ils ont montré, j'ai fait la démonstration sur votre chaîne ici, qu'il y a eu aux alentours de 7 à 8%. On va être même gentil, on va dire 10%. Vous voyez? Si on s'en tient au taux qu'a donné monsieur, on va dire 10%. Donc, ce qui veut dire que les Ivoiriens ont accepté
comme on appelle les membres du conseil de transition, comme les gens, les locuteurs. Donc voilà, donc le conseil national de transition, bien que n'étant pas illégal, mais il jouit d'une certaine, comme on appelle l'expression, d'une certaine, le mot, passez-moi le mot. Il n'est pas légal, mais d'une certaine sympathie de la population. Donc, c'est ça qui est l'élément important qu'il faut d'abord situer. Maintenant, pour ce qui est de la rencontre, quel est mon sentiment? Dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons en face de nous un régime assassin qui tue, donc qui a commis des crimes contre l'humanité. Ça, ce n'est pas quelque chose dont il faut épiloguer. Et M. Ouattara a fait, pas parce qu'il voyait des morts, parce que regardez dans les déclarations de M. Ouattara, en aucun moment, la mort des Ivoiriens, et peut-être même des non-Ivoiriens, puisque effectivement, quand on lit, les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, ça n'est là nullement ému. Ça n'existe nulle part. Le communiqué de Ouattara fait suite à l'annonce, ou bien certainement à un coup de fil, puisqu'on a vu M. Lédrian, au niveau du Conseil de l'Assemblée nationale française, répondre à un député pour dire que, voilà, on lui a demandé, la France va demander à ce qu'il, comment on appelle, il dialogue avec l'opposition. Donc, nous pensons que c'est une injonction de la France que M. Ouattara l'a fait, mais qui en même temps aussi est doublé aussi d'un calcul machiavélique de M. Ouattara, qui est un gars assez, je le dis, c'est un mercenaire. Il est doublé aussi d'une méchanceté. Parce que l'objectif de M. Ouattara, c'est d'arriver, il a fait, comme on appelle, cet appel, auquel le président Bédié a répondu. Je salue parce que dans toutes choses, c'est sûr, ça a été la volonté des Ivoiriens qu'on discute. Ça, c'est la discussion qui a été demandée par tout le monde, même le président Gbagbo dans son entrevue. Mais c'est parce que M. Ouattara ne voulait pas. Ici, il est coincé. Et comme il a envie d'organiser des élections législatives, il s'est dit, je tends la pêche pour désamorcer l'élément, pour que après, j'essaie comme les gens, certainement, il s'est dit dans sa tête que les Ivoiriens, ils aiment l'argent, il va donner de l'argent à gauche, à droite ici, et dans cette course folle des gens pour se positionner pour être député, pour être maire, oubliant les principes de base, qui est que M. Ouattara est dans l'illégalité. Ça, on ne doit jamais l'oublier. M. Ouattara est dans l'illégalité. Nous pouvons peut-être lui conférer le fait que le nouveau président n'est pas élu, mais il n'a pas été élu. Ça, c'est un principe sur lequel il faut que sur lequel nous devons nous entendre. M. Ouattara n'a pas été élu. Comme on l'a dit, le 31, il y a eu un vote, mais il n'y a pas eu d'élection. Parce que le vote, c'est de mettre un bulletin dans une urne. Ça, c'est un vote. Il y a eu des votes, mais ce n'était pas une élection. Donc, M. Ouattara n'a pas été élu le 31 octobre 2020. Donc, pour dire que voilà le schéma dans lequel M. Ouattara se positionne, et c'est sur injonction de ses maîtres, M. Lédrian, comment on appelle, Macron, que M. Ouattara a fait cet appel. Ce n'est pas de sa volonté. Sinon, quelqu'un qui a de la compassion pour les blessés, pour les victimes, etc., on allait avoir des mots de compassion. Ce n'est pas ça son problème. Il est toujours dans cette fermeture. Et d'ailleurs, vous avez vu après, le moment où le président Bédié s'exprimait, il tente de l'amadouer, d'attraper son bras. C'est ce qu'il fait quand il était avec François Hollande, il fait la même chose. Macron, il fait comme ça. En fait, c'est un monsieur très malicieux et vraiment assez dangereux. Pour dire que, effectivement, le président Bédié a posé un certain nombre de préalables. Je pense que c'est cela qui a été traduit hier. L'objectif, voilà ce qu'il dit, et je vais le rapidement. La levée du blocus autour de la résidence du président, la levée du blocus autour des résidences de tous les leaders des partis politiques, notamment celle du professeur Kakou Djikaoué, du docteur Assoadou, M. Afinguessan Albert Mabri Touakeus, la libération de tous les responsables et militants des partis politiques d'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile injustement et illégalement incarcérés, l'association de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l'opposition ainsi que les acteurs de la société civile, le retour à un fonctionnement normal des partis politiques d'opposition avec un libre accès à leurs locaux, et le PDCI exige que le dialogue soit inclusif et élargi à l'ensemble des plateformes et partis politiques de l'opposition rassemblés autour du président Henri Konan Bédié. Et ils ajoutent, pour le PDCI, les négociations devront avoir lieu sous la conduite d'un facilitateur accepté par toutes les parties suivant un agenda et apporté sur les sujets. Donc, ça permet de rebondir sur le deuxième aspect. Je pense que si une fois ces préalables sont posés, moi, le préalable qui va être, moi, en tant que ma modeste personne, je pense que beaucoup de choses qui devaient être même mis aussi, c'est le fait que
on doit annuler, c'est-à-dire l'élection le vote du 31 ne doit pas être considéré comme un vote. Voilà l'élément sur lequel je m'attarde. Et comme je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir, donc c'était un peu ce que je voulais dire en situant le cadre. Mon sentiment, c'est que c'est bien qu'il y ait un dialogue. Personne ne peut souhaiter qu'il n'y ait pas de dialogue. Mais le dialogue qui a eu lieu, c'était un dialogue, M. Ouattara l'a fait sur injonction de ses maîtres. Et parce qu'il a en tête aussi, comme ses maîtres lui ont dit, mais si tu ne le fais pas, voilà ce qui pourrait arriver. Donc il a fait, et lui dans sa tête, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible pour permettre à ce que, pour lui, qu'on lève le mot de désobéissance civile qui n'a jamais été levé. Ça, il faut aussi le dire, le mot de désobéissance civile n'a jamais été levé. Pour qu'il soit certainement levé, il faut que tous les membres de l'opposition qui étaient réunis, qui l'ont se retrouvent. Donc, je pense que c'est de la libération du Premier ministre Afin Guessan, du professeur Kikawe, le retour de M. Mabrit Takeuse. Ensuite, à cela, il faut ajouter M. Soro Guillaume, le retour du président Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, de M. Abenji Kocho, etc. Ensuite, comme ça, je pense qu'on pourrait lever le mot d'ordre, mais il n'y a que ces éléments-là. Donc, lui, il pense qu'il va dribbler tout le monde et en décembre, engager les élections législatives qui, lui, sait que à telle allure ne vont pas avoir lieu. Et donc, voilà, pour se donner une certaine contenance. Et là, cela, on voit aussi le double jeu. Tout à l'heure, j'ai parlé du Conseil national de transition. Dans le cas, comment on appelle, de la Syrie et de la Libye, là, la communauté internationale... Bonjour Linda, cette rencontre, la rencontre d'hier, soulève beaucoup de questions. D'abord, l'hôtel du Golfe, pour moi, me met dans tous les doutes possibles. Parce que c'est l'hôtel du Golfe, c'est à l'hôtel du Golfe que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui a pris naissance, je vais dire, depuis 2010-2011. C'est à l'hôtel du Golfe que le sort de la Côte d'Ivoire a été scellé par M. Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite. Donc hier, c'est encore cet hôtel du Golfe qui revient à la une. Et là, ça met beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements. Henri Konan Bédié fait aujourd'hui figure de porte-parole de cette opposition ivoirienne qui a décidé de faire un front uni contre le président Alassane Ouattara. À ce titre, Henri Konan Bédié a rappelé que les problèmes politiques soulevés par l'opposition demeurent, à savoir le 3e mandat inconstitutionnel du président Ouattara. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.